Bonne nuit à tous, ici le rôle d'histoire, votre shinobi dévoué. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo, on va s'intéresser non pas à un jeu vidéo mais à un manga, et comme pour les promenades Culture and Chill qu'on a l'habitude de faire, on va essayer donc de découvrir un maximum de références culturelles à travers les pages de ce manga. Donc on va passer tout le premier chapitre en revue, on va le découvrir ensemble, alors il n'est pas question de le lire, hein. C'est vraiment question de regarder chaque page pour y découvrir donc les références culturelles. Voilà, donc vous de votre côté, n'hésitez pas à réagir en commentaire, n'hésitez pas à me partager ce que vous voyez et ce que moi je ne vois pas, pour qu'on puisse compléter notre regard. Donc je vais faire de mon mieux, on va faire que le premier chapitre, donc ça fait pas beaucoup de pages, hein. Ça va jusqu'à le petit marque-page bleu là, jusqu'à ce petit papier, et je sais pas combien de temps ça va nous prendre, mais en tout cas on en restera au premier chapitre. Et éventuellement, on fera le deuxième, le troisième, le quatrième, et on verra ce qu'on peut trouver. Donc c'est vraiment expérimental, on va voir ce que ça peut donner. Donc je passe à cette vue-là, et on part donc du premier épisode, voilà. Et on va commencer nos recherches à partir d'ici. Alors, première page, qu'est-ce que nous avons dans notre première page? Nous voyons donc le village de Konoha. Et dans le village de Konoha, nous avons des, disons, sculptures qui ont été faites à même la roche. Et ça fait référence à quelque chose qui apparaît dans notre monde à nous également. Ce sont, alors, tête, je ne me souviens plus comment ça s'appelle, tête, statue, rocher. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça que je cherche. Le mont Rochemort, voilà, j'ai complètement oublié comment ça s'appelait. J'y ai repensé en voyant les têtes donc dans notre village de Konoha. Alors, les visages que nous voyons donc dans le village de Konoha, ce sont en fait les visages des Hokage. Et au mont Rochemort, il y a quelque chose de similaire. Donc le mont Rochemort est un sommet américain du massif des Black Hills, transformé en mémorial, situé dans le territoire de la ville de Keystone, près de Rapid City dans l'état du Dakota du Sud. Ok, donc, consistant en une sculpture monumentale de granit réalisée entre 1927 et 1941, il retrace 150 ans de l'histoire des États-Unis. Les sculptures de Gutzon Borglum, hautes de 18 mètres, représentent 4 des présidents les plus marquants de l'histoire américaine des années 1770 aux années 1900. Il s'agit de gauche à droite, donc de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt et Abraham Lincoln. Donc on va le mettre en plus grand, voilà. Et donc ces sculptures donc, que l'on retrouve sur le mont Rochemort, clairement, ça évoque les grands Hokage qui ont parsemé l'histoire de Konoha. Donc première page, première référence culturelle, ça s'annonce plutôt bien. Donc, hop, je repars sur, voilà, la vue comme ça. Deuxième page, qu'est-ce que nous avons? Donc on voit notre cher Hokage avec un chapeau juste ici, tout à fait particulier. Au Japon, donc, il y a tout un tas de chapeaux qu'on désigne sous le terme de kasa. Et il y en a de toutes les formes. Et peut-être que kasa japonais, regardez. On va le regarder comme ça. Voilà. Hop. Kasa japonais, donc. Le kasa est le terme générique pour désigner un quelconque chapeau japonais traditionnel. Les plus connus sont l'amigasa, Banri Empire encore porté lors de danses folkloriques, et le jingasa, couvre-chef des samouraïs. Donc là, on aurait plutôt affaire à quoi? Divers kasa dans une vitrine. Ça me fait un peu penser à ce qu'on voit là. Mince. Alors attendez. Dommage, il n'y a pas assez d'illustrations. Peut-être que sur la page Wikipédia en anglais, il y en aura plus. N'hésitez pas d'ailleurs, vous aussi, à switcher d'une page Wikipédia à une autre. Des fois, on tombe sur des éléments qu'on ne trouvait pas autrement. A Buddhist pilgrim begging for outside temple. Non. Est-ce que sur la page en japonais, peut-être qu'il y aura quelque chose? On va le traduire en français parce que sinon on va rien comprendre. Et on va voir ce qu'on peut trouver. Ça ne marche pas la traduction? Non, visiblement, ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. Ah si, ça y est. Alors. Bon, tant pis, je trouve pas. Je trouve pas, mais je me disais que au vu donc du chapeau que l'on trouve sur
sur notre Hokage, je me disais que peut-être il était possible qu'il s'agisse d'un kasa, donc d'un chapeau traditionnel japonais, sauf que j'arrive pas à trouver le nom précis, donc tant pis, je vais pas insister pour ça. Donc on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ces pages? Donc là on a Iruka et aussi notre cher Naruto qui, regardez, ils font des signes spécifiques avec leurs mains. Juste là, je pense qu'on va peut-être le retrouver ailleurs. Donc là, il y a le fameux Sexy Jutsu. Spoiler alert sur le Sexy Jutsu. Très drôle ce passage. Oui, donc du coup, si vous n'avez pas vu Naruto, effectivement, vous allez être spoilé. Donc, j'espère que vous avez lu Naruto avant de regarder cette vidéo. Donc, je vais revenir sur le mouvement des mains. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose de spécifique. Attendez, je vais vous le montrer d'un peu plus près. J'ai l'impression que c'est un peu flou, malheureusement. Désolé, j'essaye de faire de mon mieux. Ce mouvement des mains, il porte un nom. J'arrive pas à le faire tenir ouvert comme ça. Non, il va se fermer, j'ai bien l'impression. Il faudrait que j'ai quelque chose pour que ça tienne. Écoutez, c'est pas grave. Donc ce mouvement des mains, c'est une mudra. Donc c'est pas pour rien qu'il a été choisi ce genre de mouvement dans Naruto. Dans Naruto, donc ces mouvements, ça permet de lancer des jutsu. Et il y a une explication culturelle à ces mouvements de main. Donc une mudra est un terme sanskrit signifiant saut, signe, geste. Rituel, qui désigne une position codifiée et symbolique des mains d'une personne, donc un danseur, un yogi, un pratiquant du bouddhisme, ou de la représentation artistique d'un personnage ou d'une divinité. L'origine des mudras est très ancienne et se rattache à la culture védique. Donc, visiblement, on retrouve les mudras dans l'hindouisme, mais aussi dans le bouddhisme, et il y en a plusieurs représentations juste ici. Donc là, ces personnages sont représentés en faisant des mudras. C'est-à-dire que la position de la main n'est pas anodine. Ça permet de... C'est une... Là aussi, regardez, il y a une mudra. Alors moi, je dis une mudra, mais visiblement, on peut dire à la fois un ou une mudra. J'ai l'impression que c'est pas forcément... Il n'y a pas un genre précis à ce terme-là. Donc tout ça pour vous dire que donc, les mudras que l'on voit dans Naruto ont une inspiration culturelle qui vient directement de l'hindouisme, du bouddhisme, etc. Et que du coup ça peut être c'est un élément culturel que l'on retrouve dans Naruto. Moi je vous le dis, la première fois que j'ai regardé Naruto, j'avais pas fait le lien, je savais même pas ce que c'était une mudra, mais c'est vrai que ça m'a interpellé, je me disais mais ces mouvements avec les mains, d'où est-ce que ça peut venir? Est-ce que c'est une invention créée pour le manga ou non? Et non, il y a bien une source d'inspiration derrière. Donc on continue, donc là on a le Sexy Jutsu, qu'est-ce qu'on peut voir? Rien de spécial, hop, je vais plutôt le repasser en vue comme ça, oui. Alors là, on a les nouilles de chez Ishiraku, les ramen plus précisément. Et d'une certaine manière, c'est une référence à la culture culinaire, j'ai envie de dire, parce que c'est un plat qui est quand même, comment dire, iconique, les ramen. Et donc on peut faire peut-être une petite recherche dessus, peut-être qu'on trouvera des éléments sur les ramen. Ramen. Qu'est-ce qu'on peut découvrir sur ce plat? Alors, un ramen est une recette de cuisine japonaise héritée de la cuisine chinoise adaptée au goût des habitants de l'archipel nippon. Le mot ramen est emprunté par le japonais de son nom original chinois en mandarin. Ok, dans sa forme traditionnelle, il s'agit d'une soupe de nouilles à base de bouillon agrémenté de nombreuses variantes d'ingrédients. D'accord. Importé de Chine à la fin du 19e siècle, il est à ce jour considéré comme faisant partie des plats emblématiques de la culture de la gastronomie japonaise. Donc vous voyez, c'est quand même intéressant cette histoire, c'est que c'est un plat qui est importé de Chine et qui, à partir du 19e, vers la fin du 19e siècle, et qui maintenant effectivement est un plat emblématique de la gastronomie japonaise. Et Naruto a contribué, je pense, à populariser les ramen dans le monde entier. Ok, j'insiste pas plus là-dessus, on continue notre découverte. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc là, il y a Naruto. Ok. Je passe rapidement, hein, je regarde juste les pages à la recherche. À chaque fois, je tourne une page, la question c'est quelle référence culturelle? Et je vous invite à faire de même. Si vous voyez des références que je passe sans en parler, dites-le en commentaire.
Là, ça c'est une référence absolument géniale, parce que ça, donc ça c'est Kyuubi, le démon renard à 9 queues, donc. Et en fait, Kyuubi, moi pareil, quand j'ai vu Naruto, je savais déjà ce qui l'avait inspiré, mais auparavant, quand j'en avais entendu parler, avant de me renseigner sur la mythologie japonaise, je ne savais pas, et je me disais, tiens, mais c'est une... Je me suis demandé, est-ce que c'est une invention, là encore, ou est-ce que c'est simplement une récupération? Et oui, il s'agit bien d'une récupération, d'une réinterprétation d'un yokai. Alors, je vais vous montrer. Alors, kitsune. Kitsune, en japonais, ça désigne à la fois le renard, et ça désigne à la fois, disons, le yokai qui porte le même nom. Et ce yokai ressemble justement à un renard. Le yokai que l'on appelle donc Kitsune, il a la capacité de se métamorphoser. C'est un métamorphe et il est aussi représenté avec plusieurs queues, comme donc notre Kyuubi. Donc c'est ce qui me fait dire que Kyuubi est inspiré du Kitsune. Regardez par exemple. On a donc le prince Hanzoku qui est terrorisé par un renard à 9 queues, comme notre Kyuubi qui est un renard à 9 queues. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, ce qu'on peut dire d'autre éventuellement, c'est ce qu'on découvre. Je vais vous montrer. Dans le dictionnaire des yokai de Shigeru Mizuki. Donc, hop, je vais mettre de côté pour un court instant. Pardon. Pour un court instant, donc cet ouvrage-là, et je passe à celui-ci. Donc, normalement, j'ai mis des pages. Regardez. Alors, le dictionnaire des yokai de Shigeru Mizuki, je vous le recommande pour ceux qui s'intéressent aux yokai, donc ces créatures et ces esprits du folklore japonais. Et dans ce dictionnaire, il y a des passages qui parlent des kitsune. Alors, il n'écrit pas comment dire, il présente les kitsune, il en fait des illustrations, vous voyez, mais il n'y a pas un article qui est centré juste sur kitsune, juste il parle des manifestations des kitsune. Et il y en a une qui est intéressante, c'est Kitsune Tsuki. Jadis, quand quelqu'un avait un comportement bizarre, on racontait n'importe quoi, on le disait possédé par un renard. Contrairement à un renard ordinaire, ce renard reste là, invisible, prend possession d'une personne sans prévenir et occupe tout son esprit. On dit que c'est un petit renard de la taille d'une belette qui se transmet dans une famille de génération en génération et qu'il n'est que peau. Ok. Donc je vous lis pas tout, mais en gros ça me fait penser Kitsune Tsuki, donc un individu qui est possédé par un renard, et bien c'est un petit peu l'histoire de notre cher Naruto, qui est un individu d'une certaine manière possédé par un renard, ou en tout cas un renard habite à l'intérieur de lui, un Kitsune habite à l'intérieur de lui. Voilà donc référence très intéressante à propos de Kyuubi, qui est inspiré d'un yokai, et on va continuer donc l'exploration de ce premier chapitre. Alors, donc là on retrouve notre Hokage. Non, ici il n'y a rien qui m'intéresse. Ah, on va pouvoir bientôt parler, je pense, de certains éléments. Oui, bah il y a un élément évident. Alors, juste, où est-ce qu'on en voit? Là on voit des kunai, juste là. Ici et là on voit des kunai, là on voit des espèces de gros shurikens. En ce qui concerne les kunai, ce sont des armes qui ont réellement existé. Hop. Kunai. Mince. Alors, le kunai est une arme blanche autrefois utilisée par les shinobi et pouvant servir comme arme de lancer ou comme d'une aide pour escalader, d'une attelle, d'un outil pour crocheter des portes, de bien d'autres manières. Donc, il existe des kunai de différentes tailles. Les kunai de la taille d'une main étaient généralement utilisés comme couteau de lancer, tandis que ceux dépassant à 20 cm étaient utilisés comme poignard. Ok, donc des petits éléments sur le kunai. On va juste cliquer sur l'article qui est lié au shinobi. Alors, le terme ninja est un terme qui apparaît en fait tardivement, au XXe siècle, et c'est le terme qui maintenant permet de désigner shinobi. Généralement, quand on parle de shinobi, on dit ninja, mais le terme original, c'est bien le mot shinobi. Et juste ce que je voulais préciser, c'est que dans Naruto, donc, on a affaire à des villages de ninjas, on a affaire à des shinobi, et je voulais juste préciser un petit peu ce qu'était un shinobi. À l'origine, le shinobi, on peut le considérer un petit peu comme l'équivalent de nos agents secrets, de nos espions. Donc ils étaient très utiles pour l'espionnage, et d'après l'article Wikipédia, ils pouvaient aussi être utiles pour des missions de sabotage, d'assassinat et de guérilla. Ce qui est sûr, c'est que espionnage et infiltration faisaient partie de leurs attributions, et ils étaient souvent utilisés pour cela.
il pouvait éventuellement donc effectivement être utilisé pour des actes de sabotage ou d'assassinat. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est à partir de quand le shinobi apparaît. Plus vraisemblablement, on voit des groupes spécialement formés pour des missions de shinobi à partir de l'époque de Sengoku. Donc, hop, période Sengoku, je vous montre. C'est donc milieu du 15e siècle jusqu'à la fin du 16e. Et ensuite, les shinobi ne disparaissent pas à la fin de la période Sengoku. Donc la période de Sengoku, c'est une période qui est trouble au Japon. Il y a des guerres... c'est une période qui est tout le temps en guerre, quasiment. Donc des guerres civiles entre différents clans qui essayent de prendre le pouvoir sur tout le Japon. Et donc, après l'époque Sengoku, on a une période de paix qu'on appelle la période d'Edo, donc c'est le shogunat Tokugawa. Sous le shogunat Tokugawa, qu'on appelle aussi la période d'Edo, eh bien il y a une période de paix et en fait les shinobi vont continuer d'être utilisés notamment par le shogun pour aller espionner les han et les daimyo qui potentiellement pourraient porter préjudice à la paix. Un han, c'est un fief, et un daimyo, c'est un seigneur. C'est le seigneur d'un han, généralement. Voilà donc pour quelques explications à ce propos. Et dans Naruto, ce que l'on retrouve vraiment, au départ en tout cas, avant que ça parte dans des combats gigantesques, on retrouve quand même ce côté... le shinobi est un maître du camouflage, de l'espionnage, il va chercher des informations, est utile du coup pour faire des missions d'infiltration, etc. Ça on le retrouve quand même si évidemment on est dans une œuvre de fiction, et à chaque fois je vous parle d'œuvre de fiction, donc il faut bien imaginer que les références culturelles que l'on trouve ont été déformées, transformées, remaniées pour le bien des fictions. Je le précise pas à chaque fois, mais ça me paraît tomber sous le sens, évidemment. Mais on retrouve quand même certaines caractéristiques. Et à propos des armes, est-ce qu'ils ont fait une liste sur les armes? Oui. Là, on a quelques armes, du coup, et moi, je voulais vous parler, donc, du shuriken, parce que, du coup, on en voit un shuriken. Shuriken. Alors, shuriken, arme traditionnelle japonaise de lancer, qui est utilisée dans le cadre du shuriken jutsu. Cette arme martiale fait partie intégrante de la formation des ninjas. Alors, les articles Wikipédia sur les ninjas, je m'en méfie un petit peu, parce que... Comment dire ? Je dis pas qu'ils sont pas de bonne facture, juste je les ai pas assez étudiés pour l'apprécier. J'ai pas assez étudié ces articles pour savoir s'ils sont de bonne facture. Et ce qu'il y a aussi, c'est que comme les ninjas sont vraiment... comment dire ? La figure du ninja, c'est une figure légendaire. Et donc, comme c'est une figure légendaire, et ben, le vrai et le faux sont mélangés et on a du mal à distinguer l'un ou l'autre. Et je suis pas arrivé à trouver des ouvrages de référence sur les shinobi, donc du coup, j'arrive pas trop à savoir sur quoi se basent ces articles Wikipédia. Moi, je suis pas arrivé à trouver un ouvrage historique de référence sur les shinobi, malheureusement. Je suis arrivé à tomber sur des articles parlant des shinobi, et j'avais emprunté à la bibliothèque universitaire un ouvrage historique sur la figure du samouraï, sur les samouraïs, et dedans, il y avait un passage sur les shinobi qui était intéressant, en plus c'était fait par un historien, pardon, mais autrement j'ai du mal. Si quelqu'un a un ouvrage de référence à ce propos, je suis preneur. Mais bon, en attendant, je pense que ça doit plus ou moins... On va regarder la bibliographie là par exemple sur l'article sur les shinobi. Il n'y a aucun nom que je connais bien sûr, Watanabe Kondo, Philippe Barthélemy, Esprit des ninjas. Oui. Mais enfin bon, d'après ce que j'avais vu sur l'article, en fait je me base essentiellement pour apprécier ces articles Wikipédia, je me base sur les connaissances que j'avais obtenues dans l'ouvrage sur les samouraïs qui parlaient aussi des shinobi. Donc je fais comme ça pour trier un petit peu les informations. Et donc le shuriken, effectivement, c'est une arme qui est réputée pour avoir été utilisée par les shinobi. Bon, a priori, hein, je pense pas que... Enfin, moi j'ai l'impression que c'était des armes de diversion plus que des armes mortelles. Hein. C'est l'impression que ça me donne. Alors on va continuer, hop, et on va voir ce qu'on peut trouver d'autre. Donc là on en a un justement, shuriken. Est-ce qu'il existait des shurikens de cette dimension? J'en doute fort. Je pense que c'est une invention du manga. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là sur ce premier chapitre... Ah! Là ce symbole. Sur ce premier chapitre on a trouvé quand même une référence au yokai, le kitsune. On a trouvé une référence au Mont Rochemort.
des références évidentes au shinobi. Attends, c'est Kimoe? Non, c'est Tomoe alors. Je me souviens plus. Tomoe? Voilà, c'est ça. Ce symbole-là que l'on voit juste ici, c'est un tomoe. Un tomoe est un antique symbole héraldique du Japon en forme de magatama. Une forme courante est le Mitsutomoe ou Mitsudomoe, formé de 3 magatama en spirale. Et en fait, un tourbillon ou vortex, avec 3 branches tournées vers la droite ou vers la gauche. Voilà, regardez. Mitsudomoe sur un tambour taiko. On retrouve un petit peu, hein. Voyez, on retrouve ça ici. Donc le tomoe est commun dans les emblèmes familiaux et les logos corporatifs. Le symbole traditionnel de la préfecture d'Okinawa inclut un tomoe, visiblement. Ok. Dans les mangas, le symbole du tomoe est régulièrement utilisé. Voici quelques utilisations de ce symbole dans les œuvres populaires. Bien sûr, le tomoe apparaît dans le manga Naruto. Donc on le voit ici, et comme il le précise, on le voit aussi dans le Sharingan. Donc, une référence qu'on... Hop, je vous le remonte en gros. Le tomoe qu'on voit juste là. Une référence qui paraît anodine, mais qui se base quand même sur un symbole traditionnel que l'on retrouve dans la culture japonaise. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour l'instant, je trouve rien d'autre. Donc je cherche au fur et à mesure, et vous, comme je vous dis, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Je fais de mon mieux, c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo. C'est nouveau, du coup c'est expérimental. On va voir ce que ça donne. Donc sur le premier chapitre, c'est peut-être pas le chapitre le plus fourni en références culturelles. On est que sur l'introduction du manga, disons, mais quand même on trouve des éléments intéressants. Ah oui, il y a la référence au mudra aussi. Donc référence au mudra, référence au kitsune, référence au tomoe, référence au kasa, les chapeaux traditionnels donc japonais. Référence à pas mal d'éléments. Voilà, on a fini le premier chapitre, donc on s'en arrête là. Après, je me dis que par la suite, plutôt que de faire tous les chapitres dans l'ordre, peut-être que des fois, sur certains chapitres, il n'y aura pas grand-chose, je pourrais éventuellement choisir, sélectionner les chapitres avec le plus de références culturelles. Il doit y avoir des chapitres plus riches que d'autres, donc du coup, ça pourrait être intéressant de faire comme ça, en sélectionnant les chapitres que je veux traiter. Hop, voilà, donc j'espère que vous avez passé un agréable moment, c'est nouveau. C'est un nouveau type de vidéo. Ça faisait un moment que je voulais faire ça. Ça faisait un moment que je voulais vous parler de manga, de livres, de BD, etc. Donc du coup, je vais le faire petit à petit. J'essaye de faire au mieux. Comme je vous dis, c'est expérimental. J'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous intéresse. De votre côté, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Et puis, je vais le faire avec d'autres mangas. Du coup, j'ai en tête. J'aimerais bien le faire avec Dragon Ball. J'aimerais bien le faire avec un manga qui s'appelle Lone Wolf and Cub. J'aimerais bien le faire avec... pourquoi pas l'attaque des titans. Et puis aussi avec certains mangas de Shigeru Mizuki. Enfin, j'ai plein d'idées de mangas que je voudrais aborder avec vous. Alors déjà, tous les mangas que je vous montre, je vous les recommande vivement et je vous encourage à les lire si vous en avez l'opportunité, parce que c'est des ouvrages vraiment non seulement intéressants, mais en plus riches culturellement. Et en plus, ça permet de, ensemble, découvrir sous un autre regard ces mangas qui sont des monuments de la culture populaire, la culture au sens large, j'ai envie de dire. Naruto, c'est vraiment très intéressant. Pour moi, j'aime le comparer à un conte philosophique, où on voit en fait notre personnage qui va grandir, évoluer en même temps que ses amis, et qui nous montre, qui nous présente un mode de vie, qui nous présente un mode de pensée qui est porté par Naruto. Voilà. Que dire d'autre? Eh bien, c'est tout. J'espère que vous avez passé un bon moment, je vous le répète encore. Et puis, je vous dis à la prochaine fois. On essaiera de faire encore mieux, de découvrir encore plus de références culturelles. C'était le rôle de l'histoire, pour vous servir.